L'enregistrement. Alors, Ah, en ce qui me concerne, je n'ai pas reçu de mail d'invitation de panéliste. Mais on va voir. euh, Normalement, c'est un accès qui est accordé directement sur Zoom, là. Et, Ok. Ah oui, il y a une fenêtre cachée là. Ah non, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous pouvez également mettre comme panéliste Nicolas Larcher, qui va être le conseiller qui va intervenir après oui, partie? normalement, moi, je le Ah vois dans ok, la parfait. liste des panélistes. Super. Nicolas, Vois déjà, oui. Voilà, Nicolas, merci. il me manque juste Lucas, du coup. Lucas Il y a Aubin. Lucas, Oui, voilà. Ouais, Lucas. alors je vois pas d'invitation Oui, pour j'arrive. l'instant. Ah, Ah, normalement, c'est bon. ouais. C'est- Donc, vous voyez bien l'écran. On va démarrer. Donc oui, voilà, pour quelques règles pour démarrer. Donc c'est un webinaire qui est animé par l'ARB et qui est donc enregistré. Vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de l'ARB ainsi que le support de présentation qui vous sera envoyé après ce webinaire et qui sera aussi disponible donc, dans notre espace ressources sur le site. Donc on va avoir des temps d'échange un peu dédiés avec nos intervenants qui ponctueront ces 1h30 de webinaire. Mais n'hésitez pas là entre-temps à poser vos questions dans le chat ou dans la section questions-réponses, il y a ces deux possibilités. Et voilà, on adressera les questions pendant les temps dédiés d'échange. Donc, on est sur un second webinaire de notre série webinaire Sabot pour système agricole et biodiversité. Donc, ce second webinaire est plutôt tourné sur les pollinisateurs, alliés de nos systèmes de culture. Et nos intervenants viendront répondre à quelques questions, notamment qui sont les pollinisateurs des cultures, quel est l'état de nos connaissances en Occitanie, ce qu'on a aussi derrière le plan régional d'action en faveur des pollinisateurs en Occitanie. Et puis on ira un peu plus sur le terrain, découvrir aussi comment un conseil départemental et des conseillers agro-environnementaux se sont emparés de ce sujet pour à la fois monter en compétences et accompagner des agriculteurs autour d'actions favorables à l'accueil des pollinisateurs. Donc on aura plusieurs temps d'intervention avec une première introduction générale là, que j'ai démarrée rapidement et une introduction donc par Bertrand Schatz et Lucas Auboin du CNRS sur la connaissance des pollinisateurs. Et on aura ensuite, à la suite de ça, un premier temps de questions-réponses. Et ensuite, on enchaînera sur un retour d'expérience du conseil départemental 31 autour, avec voilà, plusieurs petites interventions autour du plan départemental en faveur des pollinisateurs et sur les sujets de la formation des conseillers et d'actions d'accompagnement concrets sur le terrain et sur le territoire nord toulousain. Et un dernier temps de questions-réponses voilà, pour adresser toutes vos questions à nos intervenants. Donc, rapidement, je vais, voilà, une introduction un peu générale sur un petit peu le contexte aussi de ces webinaires. Donc, pour ceux qui n'étaient pas forcément là au séminaire et au premier webinaire, voilà, on met en place des actions de valorisation et de capitalisation voilà, des synergies qu'on peut trouver entre système agricole, production agricole et enjeux de biodiversité en Occitanie, et des actions aussi de mobilisation pour croiser les regards, les compétences sur le terrain, qui sont voilà, des actions menées par l'ARB depuis fin 2024 et qui s'inscrivent dans le cadre d'un large projet national, le Life Biodif France. Et certaines de ces actions sont aussi mutualisées avec la feuille de route phyto et biodif qui, elle, est portée par la DRAF Occitanie, avec aussi des objectifs similaires en termes de public touché et d'enjeux à adresser. Et voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de valoriser en fait, des pratiques, des actions d'accompagnement qui permettent de montrer en quoi la biodiversité est aussi un facteur de durabilité des systèmes agricoles qui ont aujourd'hui bien besoin de gagner en résilience avec tout ce que ces systèmes peuvent subir. Donc l'objectif aussi à travers ces démarches, c'est de mutualiser les actions, de nous, en tant qu'agence régionale de biodiversité, de faire du lien sur le territoire, de partager ce que font les acteurs de terrain. Ça s'est notamment matérialisé par un travail collaboratif avec la DRAF, la Chambre régionale d'agriculture, le JPLIA et donc l'ARB en 2025 avec
les premières actions aussi d'état des lieux matérialisées par deux enquêtes régionales et un séminaire d'interconnaissance, un peu le premier de ce type en janvier dernier, qui a réuni des réseaux de l'accompagnement agricole. Et puis en parallèle, l'élaboration de supports de diffusion d'informations comme des fiches outils, des fiches Rex, des supports vidéo. Et puis aussi l'organisation de formats un peu d'ateliers innovants. Ça, on pourra vous en dire un mot à la fin aussi si vous avez des questions. Et donc voilà, ce webinaire s'inscrit en fait dans un cycle de 4 webinaires qu'on souhaitait proposer à la suite du séminaire régional de janvier dernier. Et l'idée, c'était de proposer aussi un format visio pour revenir sur certaines thématiques plus techniques ou des thématiques de connaissances ou sur des outils qui ont été abordés lors du séminaire, d'aller un peu plus loin sur des retours d'expérience terrain et autour de sujets qui avaient été un peu ciblés, donc sujets notamment des pollinisateurs, sur la gestion des prairies, les infrastructures agroécologiques ou encore la santé des sols, et d'en partager des retours concrets, que ce soit en termes d'actions mises en place sur des fermes ou aussi de méthodes d'actions d'accompagnement un peu innovantes sur les territoires, et qui voilà, permettent une meilleure prise en compte de ces synergies entre système agricole et biodiversité. Et donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a la chance ce matin d'avoir avec nous 4 intervenants qui vont venir présenter des éléments de connaissances et des retours d'expérience sur ce sujet des pollinisateurs. Donc, je les laisserai se présenter au début de leur intervention. Mais donc, on aura Bertrand Schatz, directeur de recherche au CNRS et aussi directeur du GNR Pollinéco, ainsi que Lucas Auboin en thèse sur le sujet des abeilles sauvages et de la transition écologique de l'agriculture. J'espère que je ne fais pas d'erreur sur vos noms aussi. Donc, on aura un temps de questions-réponses et on entrera ensuite sur un territoire, celui du département 31, et plus précisément sur le nord toulousain en tant que territoire pilote, avec les interventions cette fois-ci de Patrick Favarel, chargé de mission pollinisateur et apiculture au sein du conseil départemental 31, et Nicolas Larcher, conseiller agri-environnemental aussi du conseil départemental. Voilà, donc maintenant je vais me taire et laisser la parole à nos intervenants. Donc normalement j'ai reçu la diapositive de Bertrand du coup je vais partager et Lucas, n'hésite pas à me l'envoyer par mail, je pense que j'ai dû la recevoir aussi. Donc je vais... euh, Je l'ai envoyé il y a quelques minutes, normalement. ok, alors je lance le partage. Super. Hop, j'ai le temps de Merci, Natacha. C'est bon? partager. Normalement c'est bon. Ça c'est le premier, ouais. Eh ben, ok, j'y vais. Donc, moi, je vous fais une introduction assez générale sur le contexte des pollinisateurs en agriculture. Donc là, c'est une petite image pour illustrer l'équilibre entre les pratiques agricoles et la biodiversité. Alors, il faut que je te dise à chaque fois de passer les dias. Donc, la dia suivante. Tu peux passer la suivante. Voilà. Donc, un petit sommaire rapide. Déjà, le basique, pourquoi on conserve les pollinisateurs. Puis ensuite, le contexte européen, français, et puis je descendrai à l'Occitanie, avec un focus donc sur le milieu agricole et les problématiques. Et puis, je finirai par une belle histoire de pollinisateurs pour laisser la parole à Lucas qui vous détaillera plus l'étude qu'on a menée sur les pollinisateurs de culture. Alors, la suivante. Donc, à l'échelle européenne, vous avez peut-être entendu parler, il y a déjà, oui, avant de commencer, pourquoi on conserve les pollinisateurs? Pour 3 raisons. Déjà pour eux-mêmes, parce que c'est des éléments de biodiversité. Donc, en France, on a 985 espèces d'abeilles sauvages et on a 550 espèces de cirques. On a pas mal de papillons de jour, mais encore beaucoup plus de nuit. Je vois la présentation de Lucas. Voilà, donc c'est déjà beaucoup d'espèces. La deuxième raison, c'est ça assure la pollinisation et la conservation des plantes sauvages.
Donc c'est eux qui sont responsables de nos paysages fleuris. Donc c'est tout un réseau d'interaction entre des espèces de pollinisateurs sauvages et des plantes sauvages. Un gros réseau d'interaction avec parfois des spécialisations. Il y a certains pollinisateurs qui vont uniquement sur certaines plantes. Et puis, ben, la troisième raison, c'est pour ce qui nous intéresse ici, donc les services écosystémiques, donc tout ce que la nature nous rend comme service. Donc ici, la pollinisation, donc la pollinisation des cultures. Donc des questions de quantité alimentaire, mais aussi de qualité alimentaire. Il y a certaines vitamines qui ne sont présentes dans les fruits ou les légumes uniquement si c'est pollinisé par des insectes. Donc trois grosses et bonnes raisons, chacune suffisante pour conserver des pollinisateurs. La suivante. Oui, bah juste pour dire aussi que les pollinisateurs sont menacés. Donc là, on est à entre moins 40, moins 50% sur 40 ans. Donc si on refait 40 ans comme ça, bah, on n'a presque plus rien, donc c'est pas possible. Donc il faut vraiment changer, c'est urgent d'agir. Les principales menaces, bah, l'utilisation des pesticides et les changements paysagers, la réduction des ressources florales. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses raisons qui sont mis en avant. Après, il y a des raisons de moindre degré, mais qui sont quand même présentes. Donc, c'est tout ce qui est pathogènes et parasites, notamment dans l'économie d'abeilles domestiques, mais pas que. Il y a les changements climatiques, hein, on le voit. En ce moment, c'est difficile de trouver des sites de fraîcheur. Et puis, des espèces exotiques envahissantes. Donc, évidemment, chaque espèce va répondre de façon différente à chacune de ces menaces. Et donc, le compromis scientifique, il est autour de ce taux-là de moins 40 à moins 50% de déclin en 40 ans. Dans la liste rouge des abeilles à l'échelle européenne, mais c'est pareil pour les cirques et c'est pareil pour les papillons de jour, les principales causes de menaces sont liées à l'agriculture. Alors, j'accuse pas les agriculteurs, j'accuse la politique agricole. Euh, Ensuite, derrière, on a d'autres menaces, c'est plutôt lié à l'urbanisation et aux activités humaines. Et puis, l'activité où il n'y a pas de flèche, c'est lié au changement climatique. Donc, globalement, on a des pollinisateurs menacés, ils diminuent très vite, donc il faut changer nos pratiques. La suivante. Donc, le contexte actuel, il y a une prise de conscience à l'échelle européenne, donc qui a décidé en 2024 de ce qu'on appelle le règlement européen de la restauration de la nature. Donc, vous voyez, là, ça se focalise sur 8 écosystèmes. Donc, les deux objectifs, là, c'est de stopper le déclin et de restaurer chaque écosystème et d'atténuer les effets du changement climatique. Donc, sur chacun des écosystèmes, il y a des actions de restauration écologique. Donc, les trois premiers, c'est des habitats protégés, des habitats à espèces protégées, des habitats marins. Et ensuite, on a 5 écosystèmes. Donc, en gros, la ville, tout ce qui est cours d'eau, zone humide. Je passe, ensuite, il y a les agroécosystèmes, les écosystèmes forestiers, et puis il y a une petite action sur le fait de replanter des arbres. Tout ça, c'est des vrais écosystèmes. Mais au milieu, on a un écosystème un peu curieux qui s'appelle les pollinisateurs. Donc, c'est pas un écosystème en soi, mais c'est un gros groupe fonctionnel qui a la particularité, la dia suivante, d'interagir avec les autres vrais écosystèmes. Il y a des pollinisateurs dans les agroécosystèmes, il y a des pollinisateurs dans les systèmes forestiers, au niveau des zones humides, au niveau des écosystèmes urbains. Tu peux passer la suivante, Natacha? Voilà. Donc ça, c'est ce que voulait illustrer les flèches là. Et donc, ben, évidemment, on a des pollinisateurs dans les agroécosystèmes. Et donc, l'écosystème pollinisateur, oula, tu vas trop vite. L'objectif, c'est de stopper, puis d'inverser le déclin des pollinisateurs au plus tard d'ici 2050. Bon, c'est l'objectif global européen. Il y a deux grandes actions. Il y a des actions, un ensemble d'actions de restauration écologique. Et puis, vous en avez peut-être entendu parler, il y a le suivi UPOMS. Donc, il y a 120 sites en France qui vont être suivis pendant 15 ans, à raison de 8 fois par an. Et donc, ces sites doivent être représentatifs de notre surface nationale. Donc, il y a la moitié des sites qui sont en surface agricole. Donc, ça va être un suivi qui va concerner aussi l'agriculture. La dia suivante. Donc, on va passer à
France. Donc, il y a aussi une prise de conscience à l'État, par l'État du déclin des pollinisateurs. Donc, il y a déjà eu un plan national d'action 2000 entre 2016 et 2020, mais qui était porté uniquement par le ministère de l'Environnement. Là, donc, on est dans le deuxième plan qui s'appelle juste plan pollinisateur sur 5 ans, qui est coporté par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Alors pourquoi il est coporté aussi par le ministère de l'Agriculture? Ben, ça permet d'aborder les questions de pesticides, mais aussi les questions d'apiculture et du lien avec l'agriculture. Donc ce plan, il est organisé en 6 grands axes. Un premier axe sur les connaissances scientifiques, un deuxième sur tout ce qui est agriculture, donc qui implique aussi l'apiculture et la foresterie. Un troisième axe sur tous les autres secteurs d'activité, la ville, toutes les infrastructures linéaires, les aires protégées. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a, cet axe 3, il est porté uniquement par le ministère de l'Environnement et l'agriculture est portée uniquement par le ministère de l'Agriculture. L'axe 4, c'est la bonne santé des abeilles. Alors, des abeilles au sens large, domestiques et sauvages, mais là, il est surtout une question de la santé des abeilles domestiques. L'axe 5, je vous cache pas, qui est très très décevant sur les pesticides. On s'attendait à ce qu'il y ait des objectifs de réduction de pesticides. Il y a quasiment rien dans cet axe. Et puis il y a un axe 6 qui concerne les bonnes pratiques agricoles en faveur des pollinisateurs. Où là, c'est un axe qui recense toutes les bonnes pratiques. La suivante. Donc je reprends un peu par axe. Sur l'axe 1, en fait, c'est surtout focalisé sur les actions du réseau Pollineco, donc réseau que j'ai l'honneur de diriger. Donc on rassemble, on fédère tous les chercheurs en France qui travaillent sur la pollinisation. Et donc on est quand même 250 membres de ce réseau, issus de 50 laboratoires. Donc il y a beaucoup aussi de thésards. On est en collaboration avec beaucoup de structures à l'échelle nationale. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une recherche fédérée en écologie de la pollinisation. Vous voyez sur la carte qu'on est un peu partout présent en France. La dia suivante. Sur l'axe 2, je suis pas rentré dans les détails. Donc, vous voyez que chaque axe est divisé en sous-axes. Et là, on a 5 sous-axes. Donc, les 2 premiers sont focalisés sur l'apiculture. Les élevages en sélection apicole, la commercialisation des miels. Les 2 axes suivants sont plutôt liés aux pratiques agricoles, donc le service de pollinisation, l'aménagement des surfaces agricoles, la mise en place de bonnes pratiques avec un S favorable, et puis faire la promotion de tout ce qui est signes et démarches de qualité dans le secteur agricole. Et puis le 5e sous-axe qui est sur la foresterie. La suivante. Sur l'axe 3, c'est tout ce qui est en lien avec le système urbain, tout le système industriel, les aires protégées. Et donc là, c'est toutes les actions sont rassemblées. Je vous invite à aller sur ce site, donc pollinisateur-ressources.insect.org. Donc là, vous avez, comme un centre de ressources sur la pollinisation et les insectes pollinisateurs, où vous avez des informations par thème, par région. Il y a des choses sur l'agriculture. Vous pouvez, c'est vraiment une recherche. Vous pouvez fouiller sur ce site, c'est vraiment très intéressant. Et je vous signale au passage que avec cet axe 3, on a pu rédiger des fiches PLU, donc plan local d'urbanisme et pollinisateur, qui va favoriser les trames vertes et bleues en lien avec les pollinisateurs. Et puis aussi toutes des fiches ERC et pollinisateurs. Donc éviter, réduire, compenser, la séquence qu'on applique à chaque projet d'aménagement. Qui va être focalisé sur les pollinisateurs et comment on compense les pollinisateurs, surtout via la fonction écologique de pollinisation. La suivante. Voilà. Et juste une dernière info sur la pollinisation, à l'échelle française, je veux dire. On est en train d'établir une liste rouge nationale sur les abeilles sauvages. Enfin, on était en retard par rapport aux autres pays. Normalement, ça sort en fin d'année. Donc là, vous voyez toutes les cartes d'inventaire. Chaque point, c'est un inventaire d'abeilles sauvages. Et tous ces inventaires font qu'on a 593 000 données de présence d'abeilles en France, ce qui permet à droite d'établir des cartes de distribution, par exemple pour une espèce, la petite Océra caspica. Voilà, elle est surtout méditerranéenne, alors que l'Osmia biformis est présente partout en France.
Voilà la suivante. Donc là, on va passer à l'Occitanie. Donc l'Occitanie, c'est une région riche sous différents aspects. Donc là, je fais un petit zoom des régions bioclimatiques en France. Vous voyez que l'Occitanie est une région vraiment très riche avec, je pense, un nombre important par rapport à d'autres régions. Je pense qu'elle a le plus de régions bioclimatiques à l'échelle nationale. Donc avec tout ce qui est le biome alpin, donc qui s'applique ici à la Méditerranée, tout ce qui est l'influence atlantique, qui s'applique surtout autour de Toulouse, toute la région méditerranéenne, et puis après toute l'influence continentale qui vient du Massif central. Voilà, la suivante. Rouge, c'est la zone méditerranéenne. D'autres points aussi en Occitanie, l'agriculture, c'est la première région agricole en France en termes de surface agricole utile, 3 millions d'hectares, mais aussi en termes de nombre d'exploitations, 15% des exploitations en France. C'est aussi la première région en agriculture biologique, avec quand même 600 000 hectares de surface agricole utile. Voilà, avec quand même 14 000 exploitations certifiées bio en 2023. Donc, vous avez plein d'informations sur l'agriculture avec ce document. La suivante. Et donc, les pollinisateurs en Occitanie. Donc, il y a ce plan national d'action à l'échelle française. Il est décliné dans chaque région. Donc, toutes les régions ont un plan régional d'action. Et donc, nous, on coporte avec l'OPI, donc une asso sur les insectes en général, l'ADREAL et moi-même, on porte le plan régional d'action en faveur des pollinisateurs d'Occitanie. Donc là, on a une liste d'actions. Je crois qu'il y a 14 actions. Il y en a quand même 3 qui sont focalisées sur l'apiculture, enfin les pollinisateurs, avec des actions sur le monde agricole plus particulièrement, avec des systèmes de labellisation, encourager et diminuer à supprimer l'usage des pesticides, ça c'est vraiment un basique, et favoriser l'intégration des pollinisateurs sauvages dans les politiques agricoles en Occitanie. La suivante. Quelques informations issues de ce plan régional d'action. Là, c'est un tableau avec les différentes catégories de pollinisateurs, là, hyménoptères, diptères, lépidoptères et coléoptères. Ça vous montre le nombre d'espèces connues en France. Alors, c'était en 2021, hein, donc là, vous voyez qu'on connaissait 965, maintenant on est à 985 en 2026. Voilà, et on connaît 8655 hyménoptères. Et bien, on a recensé ce qu'on connaissait en 2021 comme espèces de pollinisateurs. Donc, pas mal d'hyménoptères, mais aussi des diptères et surtout des papillons nocturnes. Donc 2007, mais là je pense on est à 3005, presque 4000. Et les coléoptères, alors il faut distinguer des coléoptères pollinisateurs de ceux qui ne sont pas impliqués dans la pollinisation. Voilà, donc ça fait à peu près 10 000 espèces qui sont directement impliquées dans la pollinisation. Alors la suivante. Juste des informations factuelles sur les pesticides. Donc en haut à droite, vous voyez la carte en France. Donc c'est une carte établie par Solagro. Si vous tapez Solagro et pesticides sur vos portables ou vos ordi, vous obtenez cette carte-là. Donc c'est une carte qui s'appelle Adonis. Donc vous voyez qu'il y a un gros rouge sur le bassin parisien, qui est un gros utilisateur de pesticides. Mais vous voyez aussi, il y a des trucs qui se surajoutent. Vous voyez aussi autour de Bordeaux et le long du littoral méditerranéen et puis la vallée du Rhône, tout ça c'est des fongicides dans la vigne, mais c'est aussi des pesticides en arboriculture, comme par exemple dans le Tarn-et-Garonne, là on voit le peu plus en Occitanie. Tarn-et-Garonne, dans les PO aussi, il y a des grosses zones d'arboriculture. Donc on voit les taches rouges là qui apparaissent avec, vous voyez, sur la légende là, le niveau d'utilisation. Et puis ce tableau là qui est issu, euh, alors je sais plus de quoi, oui, il est issu d'un rapport sur la qualité de l'air. Et donc vous voyez les quantités de substances actives utilisées. Donc tout ce qui est méditerranéen, là, les 4 premiers, Gare, Hérault, PO et l'Aude, on est quasiment à 10 kilos par hectare.
à l'échelle départementale, mais quand on est dans les vignes, on est quasiment à 30 kilos par hectare. Donc la moyenne nationale, c'est 3 kilos par hectare. J'ai mis une ligne rouge pour distinguer tous les départements qui étaient au-dessus. Donc vous voyez en fait qu'on a les départements viticoles et puis les Tarn-et-Garonne et Gers qui sont les départements arboricoles dans la région. Et puis ben il y a tous les autres qui sont soit dans les Pyrénées, soit plutôt vers le Massif central. Voilà. Moi perso, j'habite dans la Verne. Euh, et voilà. Ce qu'il faut retenir aussi au niveau de la pollinisation en Occitanie, mais à l'échelle nationale et européenne et mondiale, c'est qu'en fonction des cultures, on a des niveaux de dépendance par rapport aux pollinisateurs. Donc, on a des cultures qui ne dépendent pas du tout. Vous voyez sur le graphe circulaire là, des cultures qui dépendent pas du tout de la pollinisation. Hein, c'est du blé, de l'avoine, des céréales. Quelques cultures, même si je ne comprends pas trop la position de la tomate ici, mais quelques cultures qui dépendent faiblement de la pollinisation, d'autres de façon plus modérée. Donc en fait, à chaque fois, on fait une expérience où on ensache les fleurs de ces fruits ou de ces légumes et on voit la différence de pollinisation, ce qui permet d'établir des 10 à 40% ou des 40 à 90% là sur pommes, cerises, concombres, cornichons. Et puis des espèces qui dépendent beaucoup, quasiment exclusivement de la pollinisation. Melon, pastèque, courge. Voilà d'autres images à droite là sur un peu le même type de classement. Et en bas, on retrouve les espèces qui dépendent très fortement des insectes pollinisateurs. Euh, voilà. Et puis, je crois que j'ai fini par une belle histoire. Alors, dans notre groupe de recherche, on a une chercheuse là qui est sur Dijon et qui travaille sur le cassis. Donc, mais particulièrement sur l'AOP du cassis noir de Bourgogne. Le cassis noir de Bourgogne, c'est celui qu'on utilise normalement pour faire les kirs. Voilà, donc ça parle à tout le monde. En fait, cet AOP, il a été monté en 1980. Et donc, ils ont fait état en 2018, donc 38 ans après, que bah, le nombre d'insectes pollinisateurs avait chuté de 99% en 38 ans, ce qui explique que le rendement a chuté de 95%. Donc, c'était une situation alarmante. Ils étaient à deux doigts d'arrêter l'AOP Consistoire de Bourgogne. Et puis, bah, il y a une chercheuse là qui a la dia suivante qui a dit, ben, on peut tenter une action de la dernière chance et on va stopper les pesticides sur une année et on va ajouter des colonies de bourdons et d'osmies. Les osmies, c'est des petites abeilles sauvages qui interviennent souvent dans la pollinisation des cultures, des vergers. Et le rendement est remonté en une année à 70% des valeurs de 1980. Et donc, la pollinisation a vraiment été réaugmentée. Et donc, il y a eu un gain économique de 14 000 euros par hectare. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais là, on était, bah, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était donc à passer, changer de pratique agricole et plutôt favoriser bah, la pollinisation. Et donc là, elle est en train d'étudier quelle est la nature des bandes amerlées qu'il faut remettre entre les rangées de cassis pour retrouver et stabiliser que ça soit des pollinisateurs sauvages qui pollinisent les cultures. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Lucas qui va vous présenter plus en détail son étude sur sur les pollinisateurs de différentes cultures. Donc oui, c'est encourageant, on peut encore agir, mais il faut se dépêcher. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, du coup, Lucas, on vous laisse la parole. Je ne sais pas combien de temps vous avez prévu, parce qu'on avait prévu une vingtaine de minutes pour ce gros temps connaissance, introduction, Ouais, et on suivi de questions-réponses. Donc voilà. Là, il nous reste je vais te poser la question de combien de temps il me reste parce que je constate euh, on va avoir dire environ 5 minutes, ça 5 minutes. passe. Bon, alors je vais Alors, petite essayer d'aller. présentation flash, ouais. Ouais, Après, on ouais, n'a pas eu beaucoup de questions, mais bon, on va grignoter un petit peu sur le temps d'échange, mais on n'a bon, pas commencé en avance. Donc, voilà, ça marche, pas de problème. merci. Et ben dans ce cas, bonjour à tous. Donc moi, Lucas Aubouin, je suis doctorant avec Bertrand à Montpellier au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive et j'ai aussi un autre directeur qui est à Rennes. Et entre autres, donc moi je travaille sur les abeilles sauvages dans l'agriculture, notamment sur les traits des abeilles sauvages dans l'agriculture, donc leurs caractéristiques biologiques et écologiques. Et pour ce faire, on a entre autres monté une base de données
qu'on a nommé Polagri, qui concerne les visiteurs floraux des cultures pour essayer d'identifier l'identité et l'écologie des pollinisateurs par culture. Alors je veux bien diapo suivante, s'il te plaît. En fait, ça part d'un constat que on sait déjà en fait que chaque culture est visitée par un cortège de pollinisateurs qui lui est propre. Là, on a un graphe d'une étude qui est sortie en 2016. En abscisse, en bas, on a les cultures et les différentes couleurs représentent différents groupes d'insectes pollinisateurs. Et bon, déjà, donc c'est une étude mondiale, hein. Donc on a plein d'études de cultures exotiques ici, mais on voit déjà que toutes les cultures ne sont pas exclusivement pollinisées par Apis mellifera, l'abeille domestique ou le bourdon. Au contraire, on a une diversité et on a des cortèges très hétérogènes entre cultures. Je veux bien la dia suivante. Là, c'est une autre étude qui a fait quelque chose de similaire au Maroc où on a en bas des cultures et à droite des genres d'abeilles. On voit que les genres d'abeilles différentes, donc tout à l'heure Bertrand a dit, hein, on a presque 1000 espèces en France d'abeilles. Les différents genres de ces abeilles sont différemment répartis au sein des différentes cultures. Donc là, on a encore des infos qui nous montrent que on a des cortèges différents par culture. Et dia suivante, on a une autre étude anglaise cette fois-ci qui montre que dans les pommes, on a beaucoup de bourdons, alors qu'on en a très peu dans le colza, par exemple, que dans les fraises, on a beaucoup, une grande présence de l'abeille mellifère, alors que dans les pommes, c'est là qu'on trouve le plus d'abeilles solitaires, d'abeilles sauvages. Donc voilà. Tout ça pour dire que chaque culture est accompagnée d'un cortège de pollinisateurs qui va préférer visiter cette culture plutôt qu'une autre. Or, aujourd'hui, dia suivante, on n'est pas du tout capable de dire qui on trouve là-dedans, dans le colza. Ni dans la suivante, ni dans la suivante, ni dans la suivante. Et du coup, bon là, on a par exemple, on a l'exemple d'une fleur de melon. Le melon, il est particulier parce que sans l'action d'une visite par un insecte, il n'y a pas de fruit du tout derrière. C'est une dépendance qui est absolue. Tandis que le colza, le tournesol, c'est une dépendance qui est un peu plus relative. Mais en tout cas, si on veut faire face à toutes les menaces qu'a évoquées tout à l'heure Bertrand, liées à la sécurité alimentaire, même à la santé, mais aussi à la production agricole et aux gains économiques qui sont associés, c'est important, je veux bien passer à la suivante, c'est important d'identifier l'identité et les caractéristiques écologiques des pollinisateurs par culture, si on veut prendre, si on veut prendre des mesures agricoles adaptées pour à la fois la production agricole et les populations de pollinisateurs associées à chaque culture. Et donc nous, voilà, merci beaucoup, parfait. On a lancé donc ce projet qui s'appelle Polagri. Alors j'aimerais bien vous présenter un super logo, ce n'est pas encore le cas. Polagri, c'est notre base de données sur les visiteurs floraux des cultures en France. Alors j'emploie plutôt le terme de visiteur floral parce qu'en réalité, lorsqu'on voit une bête visiter une fleur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en spectateur du processus de pollinisation, du processus de transfert de pollen de fleur à fleur qui permet la fécondation et la production de fruits. Donc on va plutôt prendre des pincettes, être prudent et parler de visiteur floral. Je veux bien passer à la suivante. Et nous, ce qu'on cherche, c'est précisément ça. C'est en fait l'interaction directe entre une bête, ici c'est le cas d'une abeille du genre Antidium, donc c'est l'interaction directe entre une bête et la fleur d'une plante cultivée. Ici, on est dans le cas de la lavande. Et par exemple, mettons que si j'avais vu cet antidium voler au-dessus du champ de lavande, je n'aurais pas pu être témoin de l'interaction directe entre la bête et la fleur, donc la donnée ne m'aurait pas intéressé. Donc c'est ça directement qu'on cherche. Donc soit c'est des prises au filet, soit par photo, soit visuel, mais on recense des interactions directes entre insectes et fleurs de plantes cultivées. Alors je veux bien la suivante. Donc comment on a fait? Je vais passer très rapidement. On a fait un appel à contribution auprès de notre réseau de chercheurs, naturalistes, associations pour récupérer des données d'observation en milieu agricole. Suivant, on collabore avec un projet qui s'appelle CropPol. C'est une base de données internationale sur la pollinisation des cultures et donc qui contient des données d'interaction entre insectes et pollinisateurs. Et en plus de ça, on collabore avec le projet FitAbeille, qui est un super projet de sciences participatives qui mobilise tout le réseau
de lycées agricoles partout en France, donc les élèves et les enseignants, pour mieux connaître donc les ressources florales et les pollinisateurs des cultures, des exploitations qui sont dans les établissements scolaires. Donc tout ça a permis de centraliser beaucoup de données. Alors là, on peut passer pour aller plus vite. Euh, Au final, on a donc réuni plus de 80 000 données d'observation directe. Donc c'est une observation unique entre une bête et une fleur, hein, encore une fois, qui concerne 417 taxons de pollinisateurs. Alors je parle pas d'espèces ici, je parle de taxons parce que parfois dans les données, on avait juste l'info de bourdon ou abeille sauvage sans avoir l'info de l'espèce précisément. Donc voilà, on a une précision taxonomique assez hétérogène. Bon, ça, c'est notre première version. Et donc, il concerne plus de 50 plantes cultivées. Donc, ça paraît beaucoup, mais en fait, on a aussi des données en prairies temporaires ou permanentes. Donc, ça augmente pas mal le nombre d'espèces avec des petits herbacées. Voilà, donc ça, c'est la répartition de nos données. Donc, on voit qu'en Occitanie, on a pas mal de départements dans lesquels on a des données. Alors, quand c'est gris, on n'a pas de données. Quand c'est jaune, on en a peu. Et vers le vert, on en a de plus en plus. Donc on voit que surtout sur la partie ouest de l'Occitanie, on a quelques données. Nous, dans l'Hérault, c'est quand même ridicule. On n'a pas du tout de données pour l'instant, donc il va falloir remédier à ça. Et de manière générale, on voit qu'on a une couverture géographique qui est encore assez incomplète, mais bon, c'est l'état de notre première version de base de données. On va travailler pour la compléter. Et diapo suivante, si on regarde par type de culture, on se rend compte que l'Occitanie, donc en haut à gauche, est surtout concernée par des données d'oléagineux et de protéagineux. Donc surtout colza et tournesol dans notre cas, qui ont été produites par le labo à Toulouse, le Dinafor, qui travaille pas mal sur ces thématiques-là. Voilà, donc ça c'est juste pour montrer qu'on a surtout échantillonné enfin récupéré des données qui ont été échantillonnées pendant sur des cultures à floraison estivale surtout pour l'instant, alors qu'il y a des cultures à floraison plus précoce. Donc maintenant l'objectif sera d'étendre un peu ça, notre fenêtre temporelle dans l'année pour les prochaines versions de la base de données. Et voilà, donc tu peux passer la diapo complète. Donc on a surtout des données, bien sûr, hein, d'Apis mellifera, de l'abeille domestique, avec près de 60% d'observation d'abeilles domestiques dans les cultures, et 15% du Bombus terrestris, c'est le bourdon terrestre le plus commun. Donc ça, c'est vraiment, on a une hyper dominance de ces deux espèces qui sont très généralistes dans les paysages agricoles. Et ensuite, suivi à très moindre proportion, du Bombus lapidarius et de Eristalis tenax, qui est un diptère qui n'est pas une abeille, c'est un petit cirque, mais vraiment avec beaucoup moins d'observations. Et suivant, on a surtout des données donc sur du tournesol et je peux passer les trois suivantes d'un coup, ça ira plus vite. Et ensuite, donc de la carotte et du poireau, ce qui peut paraître un peu surprenant parce qu'on consomme les racines et les feuilles, non pas les produits de la pollinisation. Mais ces études-là ont été faites en contexte semencier. Donc pour la production des semences de carottes et de poireaux, on a besoin de l'action des pollinisateurs et une certaine dépendance. Donc ça compte et enfin on a des données de pommiers et de colza principalement et puis plein d'autres espèces, mais ça c'est juste les principales. Donc cette base de données elle est publiée déjà, elle est déposée sur un entrepôt de données qui s'appelle Indoor, donc vous pouvez d'ores et déjà la consulter, je vous enverrai le lien, ce sera plus facile. Mais voilà, donc on a prévu un petit article scientifique pour en faire pour expliquer comment on a fait, qui est soumis. On attend des nouvelles des relecteurs pour la publication de cet article, mais vous pouvez d'ores et déjà consulter la base de données. Je vous enverrai le lien. Et pour aller plus loin, donc sur cette base, donc on envisage donc de récupérer encore plus de données, notamment grâce au programme SPIPOL que vous connaissez peut-être, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Donc l'idée, c'est un programme de sciences participatives. L'idée, c'est de se planter devant une fleur et pendant 20 minutes de photographier et d'identifier toutes les bêtes qui passent dessus. Donc on a lancé une mission culture auprès du SPIPOL où on encourage les participants à aller faire des observations dans les plantes cultivées.
Suivante, on est en train d'établir un partenariat avec le CD31, donc avec Patrick qui parlera tout à l'heure, et avec le réseau d'agriculteurs avec lequel il travaille pour récupérer des données de pollinisateurs dans les cultures et aussi d'itinéraires techniques pour faire le lien entre l'usage de pesticides et la faune pollinisatrice des cultures. Et enfin, on envisage de faire une revue de la littérature pour voilà, gonfler le nombre de données encore une fois. Et j'avais prévu de parler rapidement des résultats, mais peut-être que il faut passer à autre chose. Je sais pas, Natacha, je te laisse être maîtresse du temps. Oui, on va prendre, on a deux petites questions dans le chat, et puis on pourrait revenir peut-être à la fin, mais laisser la parole après à Patrick et Nicolas pour la présentation du conseil départemental. Voilà. On a eu deux petites questions sur la base de données. Déjà, est-ce que c'est possible de l'abonder, cette base de données? C'est la DASIA 32 qui demande ça. Alors, si vous avez des données, avec plaisir, on est très demandeur de nouvelles données, bien sûr. Vous avez bien vu qu'on est à un niveau de complétude qui est très limité. Bon, il faut bien commencer à un moment, donc on en est là. Mais bien sûr, si vous avez des données en stock d'observation de bêtes, donc d'insectes, hein, on est sur des visiteurs floraux insectes, dans des cultures, vous pouvez avec plaisir nous les envoyer ou alors juste on fait une visio, on s'appelle, on se rencontre, on en discute et, euh, et puis pour envisager de les intégrer, bien sûr, ouais, bien sûr. Alors on n'a pas prévu d'outils participatifs directement, vous pouvez déposer directement des données. On va d'abord nous les formater au format qu'on a choisi et tout, mais on est très ouvert aux contributions, bien sûr, ouais. Merci. Une autre question de la LPO Occitanie. Avec l'impact négatif démontré de l'apiculture sur les pollinisateurs sauvages, est-ce que dans le plan régional d'action et ses recherches, des ressources existent décrivant les mesures à prendre pour une apiculture plus favorable aux pollinisateurs sauvages? Réduction de la concurrence par espacement des ruches, par exemple. Peut-être une question là pour Bertrand. Ah, on t'entend pas, Bertrand. Ah oui, non. Dans le micro est... Non, on t'entend toujours pas. Sinon, ouais, si Lucas, tu peux répondre à cette question. Ouais, je vais pas être très précis. J'ai pas en tête des ressources toutes prêtes, toutes belles qui proposent des mesures favorables aux pollinisateurs des cultures. Et je sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. Je serais pas capable de vous guider vers un document type magique, en tout cas. Je pourrais vous partager des études hein, qui étudient ça, mais je n'ai pas d'outil magique. Bertrand, le son, non. C'est bizarre parce qu'effectivement, le son est allumé, mais il doit y avoir un paramétrage peut-être sur l'ordinateur qui a été modifié. Sinon, en réponse dans le chat, on m'avait fait des petits ruchers. Ouais, jouer sur la taille du rucher. Ah, c'est bizarre. Est-ce que ça fonctionnait tout à l'heure? Ah zut. Si tu Mince. débranches et rebranches les écouteurs ou quoi, non, peut-être. Donc, on avait plusieurs personnes intéressées par les ressources. On avait une autre question sur la rotation des cultures. Comment peuvent être gérés les cortèges d'espèces différentes? Hmm. C'est une bonne question. C'est vrai que moi, j'aurais du mal à m'avancer là-dessus précisément parce qu'il y a quand même encore un gros travail de définition des cortèges par culture et de leur écologie en fait. Parce que quand on pense rotation de culture. Moi, je pense aux besoins écologiques en termes d'apport alimentaire et de nidification de ces différentes espèces. Mais en tout cas, ce qu'on voit sur la diapo qui est présentée là, par exemple, on a des groupes de cultures qui sont réunis en fonction de leur cortège de pollinisateurs. Et par exemple, en bas, on a le fenouil et la carotte, qui sont toutes les deux des apiacées, avec donc des ombellifères, avec des fleurs plates. Et on peut imaginer soit une mosaïque
spatiales, soit sur des rotations de culture, de se baser sur ce genre de, de travaux pour encourager des rotations de cultures qui partagent euh, les mêmes cortèges de pollinisateurs et mettre en place des zones de nidification, par exemple, autour qui sont favorables à ces populations-là. Donc, identifier les cortèges permettrait de guider soit les rotations, soit les mosaïques, donc dans les dimensions temporelles et spatiales, pour, euh, pour favoriser les populations de pollinisateurs de ces cultures-là, et de fait aussi la production associée, quoi. Merci pour ta réponse. On a Gaël qui levait la main. Oui, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Normalement, j'ai autorisé le son pour tout le monde. Vous pouvez interagir aussi en direct, n'hésitez pas. Natacha, oui, Lucas et Bertrand s'étaient rencontrés enfin, dans le cadre du programme Fellow. J'anime le programme régional enfin, pour moi tiré de la région sur les plantes messicoles et le plan national sur les plantes messicoles. Et en fait, effectivement, je pense que peut-être on aurait des données à vous transmettre qui ont été plutôt étudiées dans le cadre des plantes messicoles. Donc, je ne sais pas si la culture en face est indiquée. C'est plutôt, en fait, ça va plutôt être dans du blé, mais du coup, Ouais, c'est pas en lien avec la pollinisation, quoi. ouais, carrément. Alors effectivement, alors on a quand même fait le choix d'être très restrictif et presque autoritaire sur l'inclusion des plantes cultivées. Et si, en fait, tout ce qui va être plantes messicoles, adventices, puisqu'elles ne concernent pas directement la production agricole liée à la parcelle, sauf pour, bien sûr, soutenir les populations, mais ce à quoi on s'intéresse, c'est vraiment la relation directe entre la fleur de la plante cultivée et l'insecte. Et donc, tout ce qui est adventice et messicole, c'est des espèces qu'on ne, D'accord. qu'on n'intègre pas dans nos données. Voilà. Donc, les données qu'il vous faut, c'est vraiment le couple Ouais, insectes et... OK. Et une exact. question que j'avais mise dans le chat aussi, c'est est-ce que vous avez intégré pour le moment, peut-être ça viendra plus tard, un processus de vérification, validation des données? Parce que, par exemple, nous, au niveau de tout ce qui est données flore, on fait attention. Et que c'est vrai que les programmes participatifs ou autres, on ne sait pas toujours quelle est la qualité de détermination. Ouais, effectivement, bah alors sur les programmes de sciences participatives, en fait, les espèces, elles sont donc dans le cas de Fitabeille, par exemple, le programme avec les lycées agricoles dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a une précision taxonomique qui est assez variable, mais en fait, décide de rester haut. Je sais plus si dans Fitabeille, Bertrand, peut-être que tu pourras me confirmer, est-ce que les bêtes, elles sont envoyées à identification à des experts ou pas? Oui ou non? Oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, on travaille avec tout un réseau d'experts et dans lesquels on a confiance pour l'identification des espèces, enfin jusqu'à l'espèce en tout cas. Donc on envoie souvent les bêtes. C'est le cas aussi dans Speeple. On revient avec des experts sur chaque photo pour la validation des taxons observés sur les fleurs. Donc c'est un peu délicat hein, toujours, c'est sûr, avec les sciences participatives. Donc on essaye de d'être rigoureux sur les, soit de pas prendre de pincettes et de rester à un morphogroupe assez haut, genre abeille sauvage ou bourdon. C'est pas grave si on va pas plus loin. On va pas prendre le risque de faire une erreur si on est dans la précision taxonomique derrière. Mais sinon, Ok, on travaille merci. avec d'autres experts, voilà. Et juste une dernière petite remarque pour pas monopoliser la parole. J'avais pas identifié que le CEF, en tout cas Bertrand, était co-animateur du plan régional d'action pollinisateur. Donc, j'avais rencontré Stéphane Jolin, mais rapidement, là, au séminaire ARB et DRAF. Mais c'est vrai qu'en fait, le plan national messicole, il faut vraiment qu'on travaille avec vous et au niveau régional, avec le plan régional d'action, pour voir justement au niveau expérimentation ou autre sensibilisation ce qui peut être fait, quoi. Il faudrait qu'on se remette en contact. Si j'avais identifié, on se serait parlé en off pendant le Bah, programme Bertrand fait. qui hoche la tête. Voilà, ouais, j'ai vu. Merci. On va prendre deux petites questions, donc une dans le chat et il y a aussi Violette de LPO de l'autre qui lève la main. Juste donc dans le chat, on a une question d'une éleveuse de chèvres dans les PO en bio et pastoralisme. Y a-t-il des données sur l'impact de l'élevage sur les pollinisateurs et quelles sont les actions possibles à mettre en œuvre ou aussi bien au niveau d'observation à transmettre peut-être? Est-ce que Lucas, tu peux répondre à cette question Ouais, ouais, bien sûr. ou Bertrand dans le chat?
Il y a un thésard de Bertrand qui a terminé sa thèse il y a 6 mois et qui travaillait sur le pastoralisme et les pollinisateurs. Et bah, ça dépend toujours du type d'élevage, hein, mais le pastoralisme entretient des zones ouvertes avec une flore qui est très particulière et une grande diversité et qui accueille justement des espèces de pollinisateurs qui peuvent être spécialisés à ces habitats ou du moins aux fleurs qui se développent dans les zones pastorales, surtout en pastoralisme extensif. Alors, je suis pas du tout un expert du sujet, hein, mais bien sûr, il y a des impacts, forcément, hein, une- des très grands troupeaux sur des petites zones, sur l'action de piétinement, enfin de charge pastorale, je sais plus comment on appelle ça. Il y a un terme, mais en termes de charge pastorale, qui exerce une grosse pression sur la flore locale. Par conséquence, on va avoir des grosses pressions sur les pollinisateurs également. Donc, mais par contre, un élevage extensif, on a montré que permet de soutenir une flore et les pollinisateurs associés, qui sont très caractéristiques de ces milieux, de ces habitats. Peut-être que c'est dommage, Bertrand connaît très bien le sujet. Ouais, mince, c'est vraiment dommage du coup. Ouais. Je sais pas, j'ai essayé de couper, réactiver le micro, mais ça fonctionne toujours pas. Donc on a sa réponse dans le chat aussi, oui, effectivement, de jouer sur l'intensité du pâturage et de le répartir sur l'ensemble de la parcelle, de ne pas avoir des patchs trop lourds en charge, effectivement, de pâturage. Et sur la convergence d'intérêts entre la diversité floristique et la qualité des produits laitiers. Et Oui. 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 Ouais. On avait quelqu'un qui levait la main, donc Violette, si vous voulez intervenir. Et puis Oui, on va passer merci. ensuite aux autres présentations après cette question. Super, merci. Bah, je me posais la question, en fait, moi, côté Aude, on fait pas mal de projets du coup avec des agriculteurs qui, jusque-là, en tout cas, étaient beaucoup des viticulteurs. Mhm. Donc, j'essayais de voir un peu dans les différents graphiques ce que ça donnait en termes de culture de type viticulture. J'ai cru voir dans le graphique que du coup, le cortège, c'était surtout l'abeille domestique. Ouais. Du coup, en termes de ce que moi, je peux proposer comme action pour aller dans le bon sens, on va dire, à ces viticulteurs-là. Enfin, je sais qu'il y en a un une fois qui me parlait du fait qu'il voulait potentiellement lancer du ruche. Est-ce qu'au contraire, il faut quand même appuyer aussi la présence de pollinisateurs sauvages? Est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites sur le plan national pour les viticultures? Alors, pour les recommandations nationales, je ne saurais pas exactement, c'est assez particulier la viticulture parce que la vigne, en fait, pour produire du raisin, elle va pas avoir besoin de l'action animale, du pollinisateur animal. Du coup, c'est vrai que c'est une culture, nous, qui nous intéresse moyennement parce qu'il y a une dépendance très très faible pour la production de raisin. Le maître des ruches, alors à ma connaissance, dans des vignes, ne va pas forcément permettre de favoriser la production. Par contre, ça va permettre de favoriser la flore adventice. Si, bien sûr, c'est pas labouré et retourné euh, de manière très très fréquente. Mais, euh, mais voilà, mettre des ruches dans des vignes, à mon avis, ne permettrait pas forcément de soutenir la production de raisin. Euh, D'accord, ok. Ouais, oui, et Mais puis du coup, bien sûr, par contre, c'est toujours une bonne chose de laisser. Je pense que les interrants peuvent être des ressources florales considérables pour les pollinisateurs sauvages aussi. Donc il y a oui, c'est plus. ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Du coup, il y a peut-être moins l'argument production, mais ok. Voilà, c'est ça, ouais. Et Parce que après, il y a des fois des gens effectivement qui ont des vergers à côté ou d'autres, voilà, qui mélangent des cultures, quoi. exactement, exactement. Mais par contre, Ok, notre travail sur la base de données ne va pas permettre à répondre à cette question précisément parce qu'on ne travaille pas sur les cortèges des adventices, mais des plantes cultivées directement. ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup Bertrand et Lucas pour ces interventions et la réponse à toutes ces questions. On aura un dernier temps là, entre midi 20 et midi 10. On va peut-être décaler si certains peuvent rester jusqu'à midi 40 max pour un temps de questions-réponses à la fin après les prochaines interventions. On pourra éventuellement revenir aussi s'il y a d'autres questions sur ces premières présentations. Et du coup, on va passer aux interventions du conseil départemental 31 avec donc Patrick Favarel et Nicolas Larcher.
Donc, je vais avoir la main sur le diapo, sur la diapo. N'hésitez pas à me dire quand il faut changer. D'accord, merci. Vous m'entendez bien? Pardon. Oui, ça Parfait. fonctionne. Ouais. Donc, je vais vous parler du plan pollinisateur du conseil départemental et de toutes les actions qui en découlent, et notamment une action phare que nous avons menée sur le nord toulousain. C'est une expérimentation territoriale qui a permis de faire dialoguer agriculteurs et apiculteurs. Voilà, diapo suivante, je vous prie. Donc, le sommaire. Voilà, donc une introduction sur le plan rapidement sur le plan départemental, sur le volet formation également des personnels du conseil départemental sur la thématique des pollinisateurs, et ensuite l'accompagnement que nous avons effectué sur l'expérimentation du Nord toulousain. Donc, diapo suivante. Voilà. Alors, le plan départemental en faveur des pollinisateurs et de l'apiculture en Haute-Garonne, il y a eu d'abord une enquête territoriale qui a été menée pour connaître et comprendre quelle était l'apiculture sur le département. Elle a été menée en 2019 et en 2020. Donc, ça nous a permis d'à la fois d'identifier les problématiques de l'apiculture garonnaise, et ça a servi également, cette enquête, de base pour la co-construction du plan avec les services du département et les partenaires extérieurs, que ce soit les sociopros. Nous avons également consulté Monsieur Schatz qui est venu, qui a participé sur certaines actions, et ensuite divers partenaires également, syndicats apicoles, etc., etc. Donc, dans le cadre de l'acte 2 de la transition écologique du département de la Haute-Garonne, il a été décidé de mettre en œuvre un plan pollinisateur et apiculture. Et ce plan départemental a été voté le 24 janvier 2023 par l'Assemblée départementale. Je vous engage à aller sur le site du département, comme ça vous pouvez télécharger l'intégralité du plan. Ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment 3 actions stratégiques. La première, c'est protéger les pollinisateurs par un développement des habitats et des ressources alimentaires. Le second axe, c'est accompagner le développement de la filière apicole départementale. Et enfin, le troisième, c'est tout ce qui est sensibiliser, former, informer. Alors, ça va aussi bien des élus que nos services, et ensuite, ça va aussi bien les citoyens, etc., etc. Donc là, ce plan s'est décliné en 31 actions opérationnelles, et je vais vous parler du volet formation ensuite dans la prochaine diapositive. Donc, ce qui a été important pour nous au départ, au niveau du conseil départemental, c'est acculturer l'ensemble à la fois des conseillers agro-environnement, parce qu'on est un peu particulier au niveau du conseil départemental, c'est-à-dire qu'on a un service dédié sur ce qu'on appelle agriculture en propre, c'est-à-dire c'est à la fois ingénierie et ensuite toute la gestion des aides agricoles, et ensuite on a un service qui est l'action territoriale, où là sont regroupés un ensemble de conseillers agro-environnement qui sont répartis sur tout le territoire. C'est vraiment une spécificité du conseil départemental. Et à partir de là, c'est eux qui sont les conseillers, qui sont la cheville ouvrière de nos actions vraiment en direct chez les agriculteurs et chez les socioprofessionnels. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que on a conclu d'abord un marché pour les formations avec l'association Befriendly, qui est une association à vocation nationale, qui nous a permis, si vous voulez, de former tous nos agents, et enfin une partie de nos agents et tous les conseillers agro-environnement, et les sensibiliser à l'apiculture. D'une part, et ensuite surtout aux pollinisateurs. Donc la première phase en 2022, donc il y a eu on va dire un socle de base, un module de base, où on a formé et sensibilisé les conseillers agro-environnementaux et des personnels volontaires d'autres services du conseil départemental. Ça a été aussi bien la direction des routes que la direction de l'éducation, parce que les autres services ont été bien entendu associés au plan départemental pour pouvoir mettre en œuvre les actions spécifiques aux pollinisateurs dans leur domaine de compétences particuliers. Le deuxième module, c'est le module expert, qui a été, on va dire, c'est un parcours beaucoup plus dédié aux conseillers agro-environnement référents apiculture des 4 secteurs. Il y a un référent qui a été nommé sur les 4 secteurs. Et donc, on est allé sur une exploitation viticole dans le nord du Frontonnet, où Befriendly nous a fait travailler sur leur diagnostic à pollinisateur en propre. Et à partir de là, les conseillers ont commencé à se faire la main là-dessus. Et
Et dans une deuxième phase, on est allé chez Lindor, qui est une coopérative dans le Limousin, pour voir un petit peu ce qu'ils avaient mis en place sur leur filière pomme. Donc ça, c'était très intéressant pour le module expert. On a vraiment acculturé de façon importante nos conseillers. Et sur la deuxième phase, en 2023, donc, on a eu une formation spécifique des conseillers agro-environnement, de l'ensemble des conseillers agro-environnement, pour alors, c'était collectif à la fois sur l'outil Toxibi dont je vais reparler, et ensuite des ateliers thématiques sur des mises en situation par rapport à des exploitations. Et notamment, on a utilisé un outil qui était très intéressant pour comprendre un petit peu la présence de la flore sur un territoire qui s'appelle BIGIS. B2EGIS comme SIG en fin de compte, et qui permet de savoir la répartition de la flore sur un rayon de 2 à 3 kilomètres autour d'un point particulier, en l'occurrence une exploitation. Et à partir de là, donc c'est la récupération des données PAC de l'année N-1 qui vous permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur un territoire pour connaître la flore. Donc voilà un petit peu l'aspect formation qui a été mis en place. Ça a été très très important au départ pour que vraiment tous les conseillers du conseil départemental agro-environnement et ensuite les agents qui étaient volontaires aient une vision globale de la pollinisation, de ces problématiques des pollinisateurs et de l'apiculture en règle générale. La deuxième, juste pour vous parler de la phase suivante, donc là, je suis en train de monter une formation spécifique destinée aux conseillers au environnement sur les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures. Là où vraiment on va spécifier de façon beaucoup plus intensive, que ce soit à la fois sur les morphogroupes, sur les protocoles d'évaluation, etc., etc., pour vraiment qu'il y ait pas une spécialisation, mais comme le contrat avec notre maître d'œuvre Bifendi s'est arrêté au début de l'année, maintenant, pour conforter un petit peu les expériences qui ont été faites, on va essayer d'aller plus loin dans la démarche. Voilà sur le côté formation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a construit donc toute une documentation, ce qu'on appelle un classeur conseiller, où il y a à la fois la reprise des PowerPoint, des webinaires, et ensuite des fiches que nous a laissé notre prestataire. Comme ça, le conseiller peut se référer. Là, typiquement, j'ai mis une fiche sur la biodiversité florale et la ressource, avec tous les conseils, comprendre comment faire, les définitions, etc., etc., et ensuite les outils qui peuvent être greffés là-dessus. Voilà. Donc là, je vais vous parler des actions d'accompagnement et surtout de l'expérimentation territoriale du Nord toulousain, qui est l'action 22. Donc, diapositive suivante. Alors, pour replacer le contexte, donc, la première action que nous avons mis en place, c'est une sensibilisation des agriculteurs aux problématiques de l'apiculture et des pollinisateurs, qu'on a essayé de faire sur 4 départements, sur 4 secteurs, pardon, du département. Donc, une première réunion a eu lieu sur le nord toulousain et je ne vous cache pas que sur les autres, ça a été compliqué de mobiliser les agriculteurs autour de ces thématiques. Mais sur la première réunion d'information sur le nord toulousain, donc on a fait venir un apiculteur qui a parlé de ces problèmes et ensuite on a mis en avant l'objectif qui était de créer une expérimentation territoriale pour faire dialoguer à la fois les agriculteurs et les apiculteurs sur les territoires et de mettre en place des pratiques favorables aux pollinisateurs. Donc, c'est l'action 22 du plan départemental, c'est-à-dire fédérer les agriculteurs et les apiculteurs autour d'expérimentations territorialisées. Donc, en avril 2023, il a été décidé dans le groupe de travail qui était issu de cette première réunion d'identifier le secteur nord-toulousain comme le territoire pilote. Et à partir de là, donc, le groupe de travail a élaboré donc à la fois toute la stratégie de cette expérimentation et surtout a coélaboré avec les conseillers le, le diagnostic, l'outil de diagnostic pollinisateur qui a été issu, on va dire, de l'outil initial Befriendly, mais qui était vraiment adapté à notre territoire. Et ensuite, en 2024 et 2025, donc, il y a eu la réalisation des diagnostics d'exploitation avec les pistes d'action et les bilans. Ça, je vais vous faire le détail ensuite dans les prochaines diapositives.
Diapositive suivante. Donc, l'objectif d'expérimentation, il est clair. C'est le premier, c'est développer les ressources alimentaires et les zones refuge des pollinisateurs. Donc, c'est implanter des infrastructures agroécologiques type haies, bandes herbées, pour assurer à la fois l'alimentation en qualité et en quantité suffisante pour toute l'année et pour reconnecter les milieux. Ça, c'est vraiment la trame verte. Deuxième point, c'est améliorer les pratiques culturales, donc impulser un changement de pratiques favorable aux pollinisateurs, que ce soit dans le choix de l'application des produits phyto, des couverts interculture, du matériel choisi, etc., etc. Et le dernier volet, c'était l'objectif de favoriser les relations entre agriculteurs et apiculteurs, c'est vraiment faire dialoguer, parce qu'on s'est aperçu que lors de l'enquête, c'était deux mondes qui se connaissaient mal et qui avaient, on va dire, notamment à cause des produits phyto, des antécédents assez forts. Donc c'était assez compliqué. Et puis finalement, vous le verrez par la suite, ça a très très bien fonctionné. Et ensuite, créer et partager des outils de communication co-construits. Ça, je vous en parlerai plus tard, des chartes de bonnes pratiques et des avertissements de traitement phyto, etc., etc. Allez-y, voilà. Donc, l'objectif des diagnostics des exploitations, ça, c'est la pierre angulaire de notre action au départ. Donc, c'est vraiment sensibiliser les agriculteurs sur les pollinisateurs, établir un premier état des lieux des exploitations, proposer des pistes d'action individualisées, et j'insiste bien sur le terme individualisé, pour favoriser les pollinisateurs, et construire ensuite des actions adaptées aux exploitations et aux enjeux de territoire. Donc ce diagnostic-là, le format, on l'a choisi assez court, c'est une demi-journée par exploitation avec le trinôme, Befriendly, notre maître d'œuvre opérationnel, le conseiller agro-environnement du conseil départemental du secteur où se situe l'exploitation. Bon, généralement, ils se connaissent bien, donc il n'y a pas trop de soucis. Et ensuite, l'agriculteur, bien évidemment. Donc voilà, ça, c'est le trinôme de base qu'on a mis en place et ça a très, très bien fonctionné. Donc le déroulement, c'est des échanges et des visites sur site lors de cette demi-journée pour cibler à la fois l'intérêt biodiv et ensuite la réalisation du diagnostic. Ensuite, la rédaction et le partage du bilan avec l'agriculteur et les pistes d'action, voir ce qu'il peut faire, à quelle échéance et comment il peut réaliser ça. Et la restitution collective aux agriculteurs a été faite ensuite de façon globale. Et là, on est aujourd'hui dans la phase de suivi par le conseiller. Diapositive suivante. Voilà, après, je vais vite passer parce que je vois que le temps file. Donc le diagnostic d'exploitation, l'outil utilisé, donc c'est un outil qui a été co-réalisé entre le conseil départemental et l'association Befriendly pour répondre spécifiquement aux enjeux. Donc en gros, c'est 42 critères qui ont été définis sur 4 thématiques. Donc, bon, l'approche globale de l'exploitation, la pratique phyto, la biodiversité et la connaissance des pollinisateurs et de l'apiculture. Il y a une pondération. Et ensuite, lors de ce diagnostic, chaque item est renseigné et on affiche à la fin donc un diagramme sous radar qui synthétise l'intégralité des quatre thématiques. Diapositive suivante. Donc là, sur la campagne 2024-2025, les diagnostics ont été réalisés sur les secteurs nord-toulousains. Alors, c'est le secteur de Fronton avec une prégnance sur la viticulture et le secteur ensuite de Cadour avec une prégnance sur les grandes cultures. En gros, c'est vallée du Tarn et ensuite coteau du Gers. Donc là, on est sur des exploitations assez variées. Il y a eu des grandes cultures, de la polyculture élevage sur 2 exploitations, la viticulture et ensuite l'arboriculture sur 2 exploitations. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a eu des chiffres d'affaires qui étaient avec un panel relativement important, des circuits de vente qui étaient quand même identifiés avec de la vente directe, du négoce et des réseaux d'agriculteurs. 10 sur 15 étaient en viti, 8 sur 15 étaient en bio, à 4 avec une HVE. Et il y avait certains produits qui étaient sous cahier des charges de production AOP ou semences. Diapositive suivante.
Donc les résultats, sur 15 exploitations, en fin de compte, on peut s'apercevoir que globalement, sur les 4 thématiques qui ont été identifiées, les résultats sont bons à très encourageants. On voit qu'on est entre, on va dire, 50% et 80% de résultats. On a une tendance, euh, les exploitations volontaires qui ont été auditées, bon, ils avaient quand même un tropisme important sur l'environnement et la biodive déjà au départ, mais ça nous a permis aussi de comprendre un petit peu, vu la diversité, ce qui se passait sur le territoire. Et à partir de là, on va passer sur la diapositive suivante, on voit que sur les scores, on est relativement bon sur l'agroécologie, la biodiversité et les pratiques phyto. Ça, il n'y a pas de souci particulier puisque bon, ils avaient déjà, on va dire, une prégnance importante. Sur la phyto et biodiversité, des marges de progression sont possibles. La thématique, effectivement, abeilles, apiculture, apiculteurs, là, par contre, c'était assez hétérogène et on voit que c'est un axe d'amélioration qui peut être important sur l'ensemble du territoire. Ça, j'y reviendrai plus tard. Bon, on va pas se cacher, c'est pas forcément très représentatif, mais ça nous permet, pour nous, d'avoir, on va dire, une base de présentation et de discussion pour ensuite pouvoir essaimer sur les territoires. Bon, c'est pas un modèle, hein, mais c'est quand même important d'avoir quelque chose d'assis pour voir qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui se fait bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, et à partir de là, essayer d'entraîner dans la dynamique d'autres exploitations sur le territoire. Diapositive suivante. Donc, j'ai fait un focus simple sur ce qui a été implanté au niveau infrastructure agroécologique. Donc, les actions qui ont été proposées aux agriculteurs, ça a été de planter à la fois des haies, donc il y a 2100 mètres linéaires, des bandes enherbées, des jachères pollinisatrices. Bon, là, vous voyez qu'il y a quand même, au niveau des jachères, 48 hectares sur les 64, c'est très important. De la facélie en monospécifique et ensuite découvert vignes sur 5 hectares. Alors, ces mélanges-là sont bien évidemment compatibles à la PAC, comme ça il n'y a pas de souci, ils le rentrent dans leur déclaration. Les financements et les fournitures du mélange ont été assurés par le conseil départemental auprès des exploitations volontaires. Ça, c'était, bon, on est dans un cadre expérimental, donc on a décidé de faire de cette façon. Et il y avait aussi la possibilité d'utiliser des mélanges de ferme. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour y être revenu, on va passer à la diapositive suivante, comme ça vous allez comprendre un petit peu. Donc au bout de 3 ans, là sur les jachères et les bandes enherbées fleuries pollinisateurs, donc on a choisi d'intégrer le label végétal local parce que, ben, en fin de compte, on préfère que ce soit vraiment de la flore sauvage dans le meilleur des cas, c'est-à-dire surtout dans ce cadre-là du mélange de bandes fleuries, où là on a mis effectivement le paquet sur le végétal local. Tout ce qui est les jachères, donc les jachères, vous pouvez remarquer euh, une forte prégnance à chaque fois des légumineuses prairiales. Ça a été, on va dire, une volonté importante parce qu'on s'est aperçu que dans la période de disette du mois de juin, entre la floraison du colza et la floraison du tournesol, ben, on va dire, les légumineuses prairiales faisaient un joint intéressant. Donc, l'objectif, c'est d'en mettre un maximum dans le mélange. Par exemple, sur le mélange jachère, on a mis du 5 parce qu'on était, on va dire, sur des terrains argilo-calcaires, notamment sur le secteur de Cadour. Et ensuite, les annuels, on est resté sur du 35%, avec, par exemple, sur la jachère, de la facélie et du sarrasin, qui sont, on va dire, des annuels, mais qui permettent de fixer les populations la première année. Et ça a très très bien marché puisque là, j'y suis revenu au bout de 3 ans. Et le samfoin est toujours présent avec les légumineuses.
et les populations étaient importantes. Donc ça, c'était intéressant. Il y a un peu de salissement sur du régras, mais après, l'apiculteur, qui est à la fois agriculteur, qui a semé ça, était très très content du résultat. Donc là, sur les périodes de floraison, vous voyez qu'effectivement aussi, on a une fenêtre de tir de juin à août. Voilà, on couvre une période très très intéressante. Voilà, donc à suivre. Le CBN, le Conservatoire botanique national, est venu et était très intéressé par la démarche. Donc on va voir comment est-ce on peut continuer à suivre ces expérimentations. Voilà, diapositive suivante. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Rapidement sur les axes de progression identifiés. Bon, sur l'agroécologie, il faut communiquer et organiser des réunions bout de champ avec, on va dire, un collectif. Ça, c'est important. Si on n'a pas le collectif de départ, nous, on l'avait parce que les apiculteurs, les agriculteurs, dans le cadre de cette expérimentation, se sont vraiment euh, on va dire, entendu et ça a très bien marché, mais le collectif, c'est indispensable. Sur les pratiques phyto, alors, je ne vous cache pas que c'est assez compliqué sur certaines molécules. Il y a un accompagnement qui doit être fait de façon importante sur des molécules non toxiques. Il y a une coquille. Sensibiliser davantage sur la réglementation abeille et ensuite sur le matériel antidérive, il y a des choses à faire. Sur la biodive, de façon générale, moi j'insiste sur les bords de parcelles et les bordures de champs. On s'est aperçu qu'effectivement c'est un levier qui peut être fort. C'est pas nécessaire et ça monsieur Chal le confirmera, de retourner une jachère de graminées pour y remettre obligatoirement ou y implanter un mélange de semences favorables aux pollinisateurs. Si c'est suffisamment on va dire, euh, intéressant et que les pollinisateurs sont là, ça sert à rien du tout. Donc le travail sur les bordures de champs, on travaille avec la fédération de chasse aussi, il y a quelque chose d'important à faire. Les couverts interculture, bien évidemment, les interrangs, et ensuite sur l'apiculture et les abeilles, donc là il y a un besoin d'accompagnement important, agriculteurs, apiculteurs, pour aider à ce dialogue-là. Donc il y a une amélioration à la fois des connaissances, et pourquoi pas les sciences participatives de formation et d'outils, ça on est en train d'y travailler. Diapositive suivante. Donc voilà, bon, rapidement, les agriculteurs étaient les premiers surpris, peut-être juste de trouver autant d'abeilles sur le bordure des champs, sur leurs jachères, sur leur culture. Donc ça a été un impact très très fort auprès des agriculteurs. D'aller sur place, de se rendre compte avec des personnes qui étaient déjà acculturées, de discuter et de voir qu'effectivement il y avait des choses et qu'on pouvait améliorer de façon sensible ce qu'on voyait sur le terrain. Diapositive suivante. Rapidement, le bilan autour de 4 années. Donc, bon, sur les forces, évidemment, l'intérêt fort des conseillers agro-environnement chez nous, puisque bon, c'était quelque chose de relativement nouveau, mais qui a entraîné une dynamique très forte, avec une légitimité qui a été gagnée. Sur le Nord toulousain, les acteurs se sont vraiment, vraiment impliqués, donc ça, c'était très, très positif, et ça a donné confiance à nos conseillers et aux agriculteurs de travailler ensemble et de renforcer les liens. Les opportunités, donc bon, c'est tout ce qui est, on va dire, des bases solides de départ de cette expérimentation pour pouvoir le diffuser sur les territoires maintenant. Des outils qui ont été créés, qui restent et qui vont être, qui sont mis en application de façon directe et opérationnelle. Le sujet qui s'approprie, les agriculteurs qui sont à l'écoute et ensuite donc des actions qui peuvent être coordonnées avec toutes les autres politiques, que ce soit érosion, eau, préservation du sol. Les faiblesses, c'est le programme territorial qui, sur le long terme, est difficile à mettre en œuvre. Faut pas se leurrer. Il faut vraiment quelqu'un qui porte et des territoires engagés. Des conseillers qui sont quand même chez nous relativement occupés pour la spécificité des pollinisateurs et le diagnostic qui peut être long à réaliser parce que là, je vous ai mis que la journée, mais après, il y a tout le rapport à faire et avec cartographie, etc., etc. Donc, c'est long à réaliser.
Les menaces, bon, il y en a pas 36, hein, c'est effectivement des compétences à entretenir et à motiver au fur et à mesure. Les diagnostics, bon, c'est la nécessité de se positionner sur l'action de terrain et l'animation, ça c'est indispensable, sinon ça s'essouffle de suite. Et un échec pour l'intégration des apiculteurs. Je vous cache pas que c'est compliqué encore d'intégrer à la fois dans ce parcours-là les apiculteurs qui ont conscience de ça, mais ça commence à venir parce qu'on a une newsletter, on commence à communiquer, donc là ça, ça se travaille. Voilà. Ensuite, peut-être la dernière. Donc, les perspectives, très rapidement. C'est une boîte à outils dédiée aux conseillers avec des fiches techniques, des documents les documents d'information, les ressources alimentaires sur les semences. Bon, des éléments de communication pour vulgariser. Là, je vous ai mis les fiches couverts végétaux AgriAPI. Des réflexions sur un outil de charte de bonnes pratiques et d'alerte SMS. On est en train d'y travailler, type Bien vivre ensemble, qui a été fait sur le secteur de Bordeaux. Et ensuite, poursuivre la valorisation de nos expérimentations à travers une communication dédiée. Diapositive suivante. Et là, je laisse la parole à Nicolas. Oui, et juste pour ceux qui doivent nous quitter un peu avant, on est désolé pour petit retard que ça a pris. Toutes les ressources là, qui ont été mentionnées au fil des discussions seront bien évidemment envoyées, rajoutées aussi au support de diffusion pour que vous y ayez accès après ce webinaire. Du coup, Nicolas, oui, je vous laisse compléter. Bonjour à tous. Moi, j'ai deux, trois diapositives et puis après, bon, avec Patrick, on s'est fait une présentation. Je pense que le mieux, c'est peut-être vous me posiez des questions sur après mon ressenti et le ressenti de l'agriculteur. Alors, donc sur la diapositive suivante, voilà. Donc pour me présenter, j'avais déjà, avant de travailler au conseil départemental, donc je devais m'installer en tant qu'agriculteur et j'ai fait mon stage 6 mois chez un agriculteur. Euh, voilà, d'où mon intérêt pour les pollinisateurs et l'apiculture en particulier. Euh, voilà. Quoi dire d'autre? Je ne suis pas basé sur le nord toulousain, donc c'était un secteur un peu plus compliqué à mobiliser. Mon secteur, c'est beaucoup de céréaliers, irrigants, enfin mixte, irrigants secs ou que en culture sec. Donc c'était plus compliqué, voilà, pour mobiliser, trouver des personnes. Pourquoi dire d'autre? Parce que pour les céréaliers, euh, la valorisation d'un label abeille, vu qu'il n'y a pas de vente directe, c'est difficile. Ils reçoivent pas sur leur ferme, rarement, ils vendent pas en direct, même en bio, c'est assez rare. Donc un label abeille ou une valorisation en HVE, voilà, c'est pas quelque chose qui peut les intéresser dans un premier temps. Euh, et Alors, ce qui a fonctionné chez l'agriculteur, donc je vous cache pas que l'agriculteur que j'ai sélectionné était déjà sensibilisé. Donc, pour expliquer un petit peu, enfin, pour le présenter, donc c'est un agriculteur qui était en conventionnel déjà, on va dire performant en conventionnel, qui a décidé de passer en bio. Euh, donc le diagnostic pour certains items était plus simple. Donc à peu près 200 hectares, 1,5 UTH sur la ferme et une partie irriguée, une partie en sec, à peu près 50-50. Et voilà. Ensuite, il accueille un apiculteur chez lui, donc il dépose ses ruches. Donc ça a facilité quand même la discussion. Voilà. Donc c'est pour ça que je tiens à le préciser avant. Donc j'ai fait qu'un diagnostic sur mon secteur, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que dû au contexte économique, il pensait rebasculer en conventionnel. Et dans les faits, il est repassé cette année tout en conventionnel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller refaire le diagnostic pour voir un petit peu s'il il a suivi certaines choses, notamment sur les phytos. Voilà, en tant que bio sur les phytos, c'était
plus simple. Alors, je ne sais pas si je suis bien tout le programme. Donc, comment ça s'est passé? Donc, très bien. Difficultés rencontrées. Alors, c'est le contexte, ce qu'a dit Patrick lors de sa présentation, c'est qu'il y a eu de fortes oppositions entre céréaliers et apiculteurs. Euh, donc notamment sur certains produits, et ce qui fait qu'il y a une méfiance de part et d'autre. Donc renouer contact entre les deux métiers qui sont complémentaires, c'est des fois compliqué. Mais là, dans mon exemple, dans mon cas concret, c'était assez simple vu qu'ils recevaient des ruches. Euh, donc c'est vraiment la partie phyto qui pose problème. Après, nous, en tant que conseiller agro-environnement du département, on passe aussi le certificato comme n'importe quel agriculteur, même un module un peu plus important. Donc ce qui fait qu'on a le même niveau d'information, voire un petit peu plus que ce qui permet voilà, de discuter de même chose. Donc, quand on conseille sur les traitements de le faire plutôt le soir plutôt que le matin, puisque on s'est aperçu que le matin, à cause de la rosée, des gouttelettes, il pouvait y avoir des concentrations de phyto. Maintenant, on ne conseille plus les traitements le matin. Voilà, on le conseille plutôt le soir pour éviter ce phénomène de rosée et de concentration pour les pollinisateurs. Donc, chez notre agriculteur, on lui a parlé de Toxibi, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc, je vais voir maintenant qu'il réutilise des phytos si il a le réflexe d'aller sur ce site ou de demander à son conseiller coopérative ou négoce quand il choisit ses phytos, si voilà, il lui pose la question. Bon, après, il y a les mentions abeilles. Euh, voilà. Après, vous, vous me dites si je déborde un peu ou pas, ou si vous voulez poser des questions. Euh, tu- 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 donc après, personnellement, moi je compte avec Patrick, on fait partie du même groupe, pollinisateur et apiculture, euh, et on essaye d'intégrer toutes les infrastructures agroécologiques. Euh, voilà, de ne pas comment dire, se cantonner juste à une seule chose et vraiment de voir l'abeille dans tout l'environnement. Donc c'est ce qu'il disait au niveau donc des jachères, de l'outil de BeFriendly pour vérifier ce qu'il y a comme ressources autour de l'exploitation. Et donc ça c'est vraiment pour le voir s'il y a des parcelles à moindre potentiel qui peut aménager plutôt en jachère ou en prairie pour favoriser la biodiversité. Donc après les corridors au niveau donc bandes tampons, laisser des bandes le long des routes aussi, qui sont souvent peu productives, soit enfin voilà de le voir dans son ensemble et d'essayer de jouer sur tout ce que l'agriculteur peut mettre en place et qui ne lui coûte pas très cher non plus, parce que voilà, il faut pas se le cacher, le contexte agricole est compliqué et les agriculteurs, pour l'instant, sont, comment dire, le dire sans déformer, ce sont des acteurs économiques. Donc, tant qu'ils sont acteurs économiques, ils ont une pression sur un rendement, sur des marges brutes et voilà un revenu à, à faire. Donc, c'est compliqué aussi d'imposer, enfin pas d'imposer, mais c'est vraiment une discussion avec l'agriculteur. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on aborde d'autres sujets sur l'économie. Voilà, ça dépasse que le cadre des pollinisateurs et de l'apiculture. Voilà, alors j'ai pas trop suivi mon plan, mais voilà, j'espère avoir été. Enfin, c'est un retour d'expérience. Hélas, il n'y en a eu qu'une sur mon secteur,
Mais comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que je vais aller le revoir maintenant qu'il est repassé en conventionnel pour voir ce qu'il a tiré de ça. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à vous pour ces retours très riches et intéressants et ces présentations du terrain. Donc, si nos intervenants sont OK, on peut prendre encore quelques questions et finir vers 45 max, si ça vous va. On avait une question de Anna Roux de la LPO, plutôt pour Patrick. Il était envisagé de faire des suivis pollinisateurs avant et après les aménagements qui ont été mis en place pour évaluer aussi leur efficacité. Est-ce que vous Alors, avez... ouais. sur le suivi avant, malheureusement, on n'a pas pu faire d'état zéro, on n'a pas à la fois les ressources en interne pour faire les diagnostics et ensuite on n'a pas eu le temps réellement de le faire avec des prestataires externes. Donc, on a décidé de vraiment l'opérationnel de se lancer. Et après, par contre, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que à la fois on va essayer donc dans la troisième phase de formation des conseillers, de former quelques conseillers qui sont vraiment moteurs sur ce sujet-là, pour pouvoir faire les évaluations de façon simple avec une fiche de protocole d'évaluation qui va être mise en place ou qu'on peut trouver. Donc ça, on est en train de construire la formation pour qu'on puisse faire des suivis, voire avec des ontomos éventuellement. Ça peut éventuellement se faire sur le volet pollinisateur. Après, sur le volet cultural, semences, comme vous l'a dit Nicolas, et pour voir l'évolution des infrastructures, oui, bien évidemment, c'est en cours en ce moment, pour que les conseillers agro-environnement qui ont fait les diagnostics reviennent sur les exploitations et fassent le suivi technique, agronomique de ce qui se fait. Merci. Hum, Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main directement et à ouvrir le micro. Sinon, on avait une question sur l'outil Toxibase. Peut-être juste rapidement revenir dessus. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un outil permettant de savoir quelle molécule utiliser plutôt qu'une autre ou à quelle dose? Oui. Monsieur Schatz, je ne sais pas si votre micro est revenu, mais comme vous êtes aussi l'initiateur de cet outil, je vous laisse parler. Ah, 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 décidément. voilà. Oui, effectivement, ou Lucas. Ouais, moi, je pense que Patrick, tu en sais autant que moi, mais effectivement, c'est un outil qui, pour chaque substance active identifiée sur le territoire français, associe un score de toxicité pour les pollinisateurs. Et c'est un score de toxicité qui a été monté à partir de plein d'informations et d'autres bases de données sur la toxicité aiguë directement pour la bête, mais aussi le comportement de la molécule dans l'environnement, sa solubilité dans l'eau et tout. Donc voilà, on a un score global qui, qui associe une toxicité pour les pollinisateurs. Ouais. Et l'idée de Toxibase, c'est pour un usage donné d'avoir un panel assez complet de l'ensemble des molécules qui peuvent être utilisées pour l'usage en question et de pouvoir comparer leur toxicité pour aller vers un choix qui a un impact le plus bas possible sur les pollinisateurs. Voilà. Parfait, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, Lucas. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une toute petite question, sinon, avant de clôturer, sur le diagnostic. Comment vous avez adapté, du coup, le diagnostic? Qu'est-ce qui a changé par rapport au diagnostic initial et comment, du coup, sur quels critères vous l'avez adapté et sur les indicateurs de biodiversité aussi pris en compte par rapport aux spécificités du territoire? Alors là, je vous cache pas que j'ai un peu de mal à vous répondre puisque j'ai participé de très loin à l'élaboration, c'est surtout les conseillers. Ce qui a été important, c'est qu'en fin de compte, euh, c'était surtout adapté par rapport aux cultures. On a essayé de faire quelque chose de très généraliste entre guillemets, qui couvre, qui soit pas spécifique à une culture particulière, puisque initialement
le diag de Bifreni qui a servi de support était spécifique pour la viticulture. Donc, à partir de là, avec les conseillers et leur connaissance du terrain et des territoires et des cultures, bien évidemment, ont été mis des critères, on va dire, plutôt généralistes, plutôt que vraiment spécifiques. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, on va dire, un outil de diag relativement euh, généraliste, mais après, lors de du diagnostic, puisque on a à la fois le conseiller, l'agriculteur et Befriendly pour le coup à l'époque, ils ont permis d'ajuster ensuite avec des niveaux de pondération à la spécificité de l'agriculteur avec les actions qui en découlent. Donc c'est vrai qu'après, c'est un outil qui est relativement souple d'utilisation basique, mais ensuite qui peut être ajusté au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok, Après, je pourrais ben, pas vous dire en détail, je suis désolé. ça marche. Merci beaucoup. Donc oui, je vois pas d'autres mains levées, donc on va pouvoir clôturer. Donc on vous donnera accès à certaines ressources là, dont on a parlé aussi durant les échanges. Et donc sur des ressources aussi à venir, il y a un webinaire de Arthropologia le 2 juillet prochain, plutôt pour les collectivités, mais autour des atlas de la biodiversité et des actions de préservation, restauration des pollinisateurs. Donc voilà, pour information, qui est ouvert et avec des retours d'expérience du PNR Vercors et de l'ANACEN Ariège. Et je souhaitais aussi mettre en avant quelques ressources du programme Pollinisateur de l'URCPIE il y a un programme qui démarre enfin, avec des axes jusqu'en fin 2027, notamment pour accompagner des groupes d'agriculteurs souhaitant mettre en œuvre des actions en faveur des pollinisateurs sauvages et sur voilà, du partage d'expériences, analyse de pratiques et actions de sensibilisation. Donc vous pouvez retrouver là des infos sur ce projet avec cet axe-là spécifiquement agriculture qui démarre en 2026-2027. Voilà, et puis donc n'hésitez pas aussi à nous contacter à la suite de ce webinaire pour d'autres questions. Juste pour info, voilà, en septembre et fin automne 2026, on aura deux prochains webinaires sur les thématiques de gestion des prairies et biodiversité et de santé des sols. Donc on vous tiendra informé de ces suites. Et voilà, et côté ARB, on est aussi en train de mettre en place, en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture, un format d'atelier qui vise à faire des inventaires un peu express participatifs de biodiversité en milieu agricole avec un objectif vraiment pédagogique aussi de sensibilisation pour montrer des protocoles qui peuvent être pris en main aussi par des acteurs de l'accompagnement agricole ou des agriculteurs et surtout pour croiser les regards sur le terrain avec des acteurs naturalistes et agricoles voilà, réunis au même endroit et pour échanger sur les pratiques et les connexions avec des actions de préservation de la biodiversité. Et donc, on vous tiendra aussi informé dans les boucles mail sur la suite de ce type de journées qui seront prévues sur 2026-2027. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup à nos intervenants pour vraiment la qualité de ces présentations et ces échanges. Désolée Bertrand pour la coupure de son, je ne sais vraiment pas. Moi, je n'ai pas interdit le son, j'ai essayé, mais ouais, tant pis. Mais bon, en tout cas, merci à vous tous et à très bientôt pour de prochains échanges. Merci. Merci Natacha. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au Merci. revoir, Au revoir. Au bon revoir. appétit.